Oubliez donc l'idée que le mois de juillet a été quelque peu maussade. Le pays connaît une sécheresse très élevée. Météo France prévoit d'ailleurs qu'elle perdure jusqu'en septembre, compris 32 départements sont actuellement en situation de crise, 14 en plus en alerte renforcée avec des restrictions à chaque fois. C'est le cas dans le Loiret où on va retrouver Théo Bassilana, envoyé spécial de BFM TV. Quelles conséquences pour les agriculteurs, Théo ? Oui, nous sommes dans un secteur placé en vigilance crise sécheresse avec des restrictions d'eau. Et donc ici, par exemple, sur ces tomates, interdiction de les arroser tous les jours entre 13h et 20h. Merci Sébastien d'être avec nous. On est d'accord, il y a ces restrictions d'eau et elles ont des conséquences directes sur vos tomates. Montrez-nous. Donc oui, effectivement, sur ma production de tomates, donc la tomate est une culture qui a besoin de l'eau toute la journée. Et moi ici, donc les 48 heures d'arrêt, j'ai la chance de pouvoir les moduler et les faire tous les jours. Voilà, au lieu de les avoir que le week-end. Donc moi, c'est les après-midi. Et aujourd'hui, malheureusement, comme je ne peux pas arroser, amener de l'eau toute la journée, ben voilà, on a une perte, ce qu'on appelle le cul noir, et qui est invendable. On a ces restrictions, mais le peu d'eau que vous avez, vous essayez de la préserver. Montrez-nous les dispositifs que vous mettez en place pour préserver cette eau, justement. Alors, effectivement, on essaye, comme je suis agriculteur, d'optimiser l'eau. Donc aujourd'hui, grâce à cette irrigation, le goutte à goutte, on optimise à 100%. C'est-à-dire 1 litre d'eau apportée va directement à la plante. Et derrière, je mets une bâche biodégradable en amidon de maïs qui va permettre d'éviter l'évaporation et que l'eau soit bien concentrée au niveau du sol. Merci beaucoup Sébastien. On parlait tout à l'heure de ce fameux cul noir sur les tomates. Ici, 20% de ces tomates ont ce cul noir et ça représente au total 30 000 € de pertes financières. Kevin Fleury, quand même, nos tomates sont en danger, c'est que l'heure est grave. Oui, et on le vérifie aussi dans nos propres potagers. C'est vrai que les professionnels en souffrent, mais nos jardins également, avec ce manque de pluie. Alors, observé sur des territoires bien précis. C'est vrai que quand on regarde nos archives du mois de juillet 2025, globalement, le mois de juillet a été arrosé conformément à la normale à l'échelle du pays tout entier. Pour autant, il y a de grosses différences de territoire à un autre territoire. On peut le voir sur une petite carte que l'on vous a produite avec le service infographie de BFM TV. On voit clairement l'ouest de la France manque d'eau, l'humidité est quasiment absente sur les premiers 40 cm du sol. Et quand on creuse un petit peu plus loin, voilà, ça c'est en surface, c'est dans nos jardins, quand on est dans le potager. Si on va un petit peu plus loin, voilà le résultat. Sans grande surprise, ce manque d'humidité est de plus en plus visible sur cette carte, jusque sur les Hauts-de-France qui ont été durement touchés par la sécheresse à la fin du printemps et au début de la saison estivale. Et puis sur la Bretagne également, mais les points les plus difficiles sont bien localisés en rouge, voire même en rouge foncé sur le centre-ouest. Déficit en eau criant, donc sur des territoires bien précis. Depuis le début de l'année, on a eu globalement un mois de janvier extrêmement pluvieux en France, mais depuis, c'est difficile de retrouver des précipitations supérieures à la normale. Regardez là, je vous emmène en plein centre du territoire, dans le département de l'Indre. On est entre 30 et 40% sous la normale en termes de pluie depuis le 1er janvier. Ça cache des disparités, mais ça montre aussi de gros écarts au normal quand on s'intéresse à des stations bien précises. Ludovic Pingano, situation de crise donc dans 32 départements avec des restrictions qui sont contrôlées. Alors, du moins, on essaie de les contrôler. Ça a été dit dans votre reportage, les agriculteurs font énormément attention à la consommation d'eau. Il y a des restrictions qui sont prises par les préfets. Ce sont des mesures d'anticipation qui sont importantes. Ce sont des mesures qui sont difficiles à prendre, mais elles sont prises avec, je crois, beaucoup de courage, justement, pour préserver cette ressource qui s'avère indispensable. Alors, on parle beaucoup d'agriculture, mais l'eau, on en a besoin pour vivre. C'est pour les populations, c'est aussi pour le bétail, pour les animaux. Et puis, on peut aussi en parler pour la défense de la forêt contre l'incendie. C'est la période. Donc c'est vraiment une ressource qui est absolument indispensable. Et donc voilà, donc il y a des mesures qui sont prises. Peut-être qu'il va falloir demain aussi réfléchir différemment sur la consommation de ce bien qui devient particulièrement apprécié. La question de demain, en effet, qui nous intéresse particulièrement demain, dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce qu'on voit que c'est de pire en pire d'année en année. Colonel Alexandre Joissard, merci d'être également avec nous. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Et là, on parle de situation de crise concernant l'eau, c'est-à-dire quelque chose d'assez basique et d'assez vital pour tout être humain. Oui, en effet, évidemment, l'eau est basique et vitale pour tout être humain, comme vous venez de le dire, mais
Au-delà de ça, ça a un impact direct, nous aussi, sur les moyens d'extinction, la possibilité aussi d'avoir des interventions pour feux de forêt. Et c'est pour cela que ces derniers jours, j'ai eu la chance de pouvoir échanger régulièrement avec vos équipes sur le risque qui était très élevé dans le sud de la France. C'est encore le cas aujourd'hui et dans les prochains jours. Kevin, d'autant qu'il y a cette sécheresse qui n'est pas aidée par la météo, une vague de chaleur là, qui arrive encore pour les prochains jours, peut-être même une canicule. Oui, alors c'est vrai que la situation est préoccupante de nouveau en Espagne, hein, donc de l'autre côté de la barrière pyrénéenne. Ce qui se passe sur le territoire depuis quelques jours, c'est que l'on assiste au positionnement d'un anticyclone sur le proche Atlantique. Et c'est pour cette raison que l'on a eu l'arrivée de quelques perturbations dans le nord de la France. On a la toute dernière aujourd'hui qui traverse en ce moment le nord du territoire. Et là, l'anticyclone qui est présent sur le proche Atlantique, il va se décaler sur le continent européen et son positionnement va faire changer complètement le flux en direction de la France. Regardez-le, voilà, on le voit bien, il se rapproche de plus en plus du territoire. Ça, c'est la situation en fin de semaine. Et donc ça va nous envoyer à l'arrière dans un flux de secteur sud à sud-ouest, une nette remontée des températures. Et qu'est-ce qu'il y a au sud-ouest de la France? Eh bien, c'est l'Espagne. L'Espagne qui a connu des températures tout à fait remarquables à la fin du week-end, plus de 40 degrés. Hier, c'était également très chaud et ça va durer tout au long de la semaine. Donc, une situation malheureusement de nouveau commentée sur nos plateaux. Hein. On se retrouve chaque année pour dire la même chose, mais malheureusement en pire, avec de nouveaux records, avec de nouvelles vagues de chaleur qui interviennent en plein cœur de l'été. Mais on pourrait presque parier, malheureusement, qu'on sera amené à se retrouver de plus en plus tard sur ces plateaux pour commenter des vagues de chaleur, des canicules jusqu'en septembre, voire début de mois d'octobre. Avec des grandes inégalités aussi pour ceux qui subissent cette sécheresse. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et certains, en fonction de leur localisation, doivent faire plus d'efforts que d'autres. Des personnes fragiles, des débats qui s'ouvrent aussi peut-être dans vos familles respectives. On a beaucoup parlé des clims lors de la 50e vague de chaleur que l'on a connue entre fin juin et début juillet. Donc on essaye de s'adapter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir en conscience évidemment que malheureusement ces vagues de chaleur seront de plus en plus importantes, plus longue dans le temps, avec plus de chaleur. Il n'est pas impossible qu'avec une France à plus 4 degrés, dans les prochaines dizaines d'années, si on atteint cette France à plus 4 degrés, ce ne sont que des scénarios, mais pour le moment, c'est quelque chose qui reste possible, eh bien, on se retrouve avec des vagues de chaleur qui vont durer 1 mois, 2 mois, avant de nous permettre de retrouver des températures un peu plus normales. C'est tout à fait exceptionnel et on constate de nouveau cette année, par exemple sur le pourtour méditerranéen, des nuits compliquées. Si on a oublié en effet les fortes chaleurs, les très fortes chaleurs à plus de 35 degrés grâce à une baisse des températures récentes, tout ce qui est Menton, Nice, Cannes, ce sont des communes, des territoires qui connaissent des nuits supérieures à 20 degrés. Et en effet, dans ces zones, on n'a pas attendu pour s'adapter. Ça fait déjà un certain temps que chez soi, malheureusement, la plupart des habitants ont dû s'équiper de clim pour résister à ces nuits éprouvantes. Et pour revenir à la sécheresse, ça va devenir de plus en plus récurrent. Ça va devenir une habitude, en fait, qu'il y ait des restrictions pendant une période de l'année, parfois très longue peut-être d'ailleurs aussi. De plus en plus longue. Moi, je compare beaucoup la sécheresse avec les inondations. C'est-à-dire que on parlait à un moment donné d'inondations à une certaine période de l'année. Or, aujourd'hui, on parlait d'inondations centennales, de crues centennales. Aujourd'hui, on voit bien que ces inondations arrivent de plus en plus souvent et sur des périodes de plus en plus longues. Eh bien, la sécheresse, c'est pareil. Ça commence plus tôt et ça se termine beaucoup plus tard avec toutes les conséquences qui viennent d'être exposées par Kevin pour la population et puis également pour tous les autres risques comme le feu de forêt. Donc oui, il faut s'habituer, il faut accepter. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de changement de climat ou pas changement de climat. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il fait de plus en plus chaud, de plus en plus longtemps et que ça pose de plus en plus de problèmes. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même une donnée sur l'année 2024. On était à plus de 470 records de chaleur en France pour à peine une trentaine de records de froid relevés. Et ça, c'est des choses qui se répètent, qui sont observées depuis maintenant plusieurs années avec une très nette accélération des vagues de chaleur depuis 2000. Et avec cette sécheresse et cette chaleur, le risque de départ de feu reste très important. Plus encore aujourd'hui, 9 départements sont en vigilance orange avec un fort risque d'incendie. L'Aude est même en alerte rouge. Marie-Roux, c'est là qu'on vous retrouve du côté de Narbonne. C'est aujourd'hui le niveau le plus élevé de risque d'incendie dans le département.
Oui, effectivement, on se trouve au sud de Narbonne, au niveau du gymnase de Montplaisir, qui s'est transformé en véritable base de logistique pour l'une des 2 colonnes de renfort qui a été déployée dans le département de l'Aude. 68 pompiers venus de toute la France se tiennent prêts à intervenir dès le moindre départ de feu. Des pompiers qui sont mobilisés depuis fin juin sur cette zone. Ils se relaient, mais évidemment, cette journée, elle est très particulière puisque la vigilance est maximale pour eux, vigilance rouge. On est avec justement le lieutenant-colonel Terré pour en parler. Vous venez du centre Val-de-Loire et vous êtes mobilisé tout l'été sur les feux, c'est ça? Alors effectivement, on est mobilisé et à la demande de la zone de défense sud en cas de besoin et en cas de risque très sévère comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous sommes mobilisés, nous sommes sur le secteur depuis 11 jours maintenant. Et nous sommes à la disposition des SDIS qui sont effectivement classés en risque très sévère pour aujourd'hui. Et donc du coup à leur disposition et nous allons mailler le territoire en renforçant leurs équipes. Comment ça se passe? Vous faites des exercices en attendant qu'il y ait un gros départ de feu? Alors on sera positionné sur le terrain à partir avant 13h. Là, les équipes viennent de se restaurer et nous allons prendre nos positions sur les points de mobilisation. Et le matin, nous mettons en œuvre un certain nombre de manœuvres, d'exercices, merci, de manière à ce que nos équipes renforcent en cas de besoin et notamment soient à jour et se mettent le plus possible en sécurité. Est-ce que vous craignez des gros départs de feu aujourd'hui, notamment en fonction des conditions météorologiques? Effectivement, le secteur a été risqué en risque très sévère. Donc effectivement, aujourd'hui, on assure un maillage le plus complet possible du secteur et notamment ici du département de l'Aude parce qu'on craint effectivement des départs de feu possibles. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Terré. Vous l'aurez compris, le risque est très important. Aujourd'hui, vigilance rouge. Une autre colonne de renfort est placée du côté de La Valette, près de Carcassonne, pour pouvoir intervenir le plus rapidement sur le département de l'Aude. Marie Roux avec Margot Sèvres en direct de Narbonne pour BFM TV. Merci à toutes les deux. Kevin, c'est la journée de tous les dangers, en particulier dans l'Aude aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Une nouvelle fois, on surveille le vent, les fortes rafales de vent et cette végétation qui a beaucoup transpiré en raison de la chaleur. Fin juin, début juillet, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration et c'est devenu, pour la plupart de ces territoires, un véritable paillasson prêt à s'embraser. Malheureusement, dès lors que vous allez retrouver sur ces zones, alors l'Aude évidemment aujourd'hui, mais tous les départements limitrophes, un départ de feu, il va falloir aller très très vite sur ce départ de feu pour éviter que les rafales de vent s'engouffrent et propulse cet incendie sur plusieurs hectares. C'est ça le problème. On l'avait même vécu il y a quelques jours sur BFM TV en direct où on avait vu ce feu sauter une autoroute dans le département des Bouches-du-Rhône, cette fois en raison du Mistral. De nouveau aujourd'hui, le pire ennemi des pompiers, c'est bien le vent. Alexandre Joissard, ça signifie quoi pour les pompiers, une journée comme celle-ci, où on se dit que le risque de départ de feu est le plus élevé et en même temps, on peut se sentir parfois un peu impuissant, difficile d'avoir un œil en même temps sur des zones aussi vastes. Et c'est bien là notre rôle. Vous l'avez vu dans votre reportage, des équipes sont présentes du centre Val-de-Loire dans l'Aude et c'est tout le travail du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises avec le centre de coordination avancée de la sécurité civile qui est présent à Nîmes, de pouvoir justement anticiper ces moyens. Donc c'est un travail que nous avons fait depuis plusieurs jours, de savoir qu'il y allait avoir 2 à 3 jours avec des risques très élevés. Et donc, nous avons fait déplacer des mouvements de véhicules avec des personnels qui viennent de l'ensemble de la France pour pouvoir renforcer ces zones à risque. Sur ces zones à risque, il faut savoir aussi que les services incendies ont eux-mêmes renforcé leur potentiel opérationnel avec plus de personnel mobilisable. Et ça, c'est lié au travail des équipes, des sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et aussi des formations militaires de la sécurité civile qui peuvent être engagées en renfort. Parce que très concrètement, juste peut-être pour parler rien que de l'Aude, ça mobilise combien d'effectifs une journée comme celle-ci? Alors, il faut imaginer que vous avez entre 100 et 150 sapeurs-pompiers supplémentaires sur les effectifs locaux. Et puis ensuite, le travail des zones de défense que nous coordonnons, c'est d'augmenter ce potentiel-là. Donc là, sur le sud de la France, vous avez plusieurs colonnes de feux de forêt en renfort. Ces colonnes-là, juste une colonne, on est plus de 150, je vais y arriver, sapeurs-pompiers qui sont engagés en supplément. C'est le travail que nous avons mené dans l'Aude, mais c'est aussi le travail que nous menons dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var et dans tout ce pourtour méditerranéen qui est
même s'il est en vigilance orange, est aussi sous la proie des flammes et potentiellement des vents forts dont Kevin Fleury a parlé. Oui, parce que Ludovic, c'est le risque aussi. Évidemment, il y a ce département qui est au niveau le plus élevé du risque, en alerte rouge, mais il y a quand même tous ces autres départements. En tout, il y a 10 départements où il y a un risque potentiel de départ de feu à tout moment dans la journée. Ça fait une grande zone à couvrir. Ça fait une zone effectivement très importante à couvrir. Rouge, on est vraiment sur du très sévère. Orange, je le rappelle, on est sur un risque sévère. Donc la probabilité de départ de feu sur tous ces départements reste très importante, en raison en particulier des rafales de vent qui, en cas de départ de feu, pourraient l'attiser et le faire prendre une importance toute particulière. Donc c'est un territoire gigantesque à protéger, à surveiller. 150 sapeurs-pompiers supplémentaires qui sont apportés par les zones de défense du nord de la France. C'est important, mais finalement 150 sapeurs-pompiers sur un feu important, c'est finalement plus grand-chose. Donc il s'agit de faire ce travail d'anticipation, évaluer le besoin, évaluer les moyens que nous pouvons prépositionner sans pour autant fragiliser le dispositif, puisque là encore, il faudra mobiliser encore des renforts supplémentaires si jamais on avait des gros départs de feu. Alexandre Joissard, qu'est-ce qui est d'ailleurs le plus scruté en amont, en prévention par les pompiers? Est-ce que ce sont les zones boisées où il n'y a pas de raison d'y avoir beaucoup de monde, si ce n'est une personne, parce que ça suffirait potentiellement pour déclencher un incendie, ou est-ce qu'à l'inverse, ce sont les zones où il y a beaucoup d'activités humaines, en particulier des touristes, par exemple, parce qu'ils sont évidemment nombreux en cette période estivale, et donc on se dit qu'il y a plus de chances que l'un d'eux ait un mauvais geste et déclenche un incendie? Alors, plusieurs éléments de réponse face à votre question. Premier élément, sur la partie boisée, on l'a réalisé ce week-end. Il y a des fermetures de parcs, il y a des fermetures de massifs forestiers qu'il faut bien suivre, puisque ce sont ces fermetures-là qui ont porté leurs fruits ce week-end, notamment dans les Bouches-du-Rhône, et qui ont permis qu'il n'y ait pas d'éclosion de sinistres. Sur la deuxième partie de votre question, en effet, sur les zones d'activité, on a beaucoup de départs de feu à proximité des autoroutes, par exemple, et ça me permet de le dire, on a besoin d'une vigilance, de messages de prévention à l'intention des populations. On est tous responsables de limiter ces départs de feu en évitant de jeter son mégot par la fenêtre, en évitant d'avoir des bras zéro ou des barbecues à proximité de ces massifs forestiers, et aussi avec des feux de camp qui sont mal éteints. Donc ce sont tous ces messages de responsabilité qu'il faut passer à la population pour éviter l'éclosion de sinistres. Et pour terminer, sur la partie personnelle, on a parlé de 150 sapeurs-pompiers par rapport à ces colonnes de renfort. Ça, c'est ce qui était présent là actuellement. Mais ensuite, on a tout un nombre de colonnes qui sont prêts à partir, qui sont positionnées soit à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, soit dans d'autres départements, et qui pourraient venir en renfort lorsqu'on utilise ces renforts. Donc on a beaucoup plus de moyens, on a plusieurs centaines de sapeurs-pompiers, plusieurs centaines de moyens à mettre à disposition, et ne pas oublier que nous avons des moyens aériens aussi qui font du guet aérien armé, c'est-à-dire qu'ils travaillent déjà dans les airs pour pouvoir intervenir au plus vite. Ça, c'est la doctrine française d'extinction des feux. Et quels sont les moyens de contrôle pour détecter au plus vite un départ de feu? Alors, vous avez plusieurs moyens. Vous avez des moyens technologiques. On utilise de plus en plus des drones dans les services incendie de secours, mais on peut aussi utiliser nos moyens aériens de la sécurité civile qui sont dotés de boules optroniques, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui voit à plusieurs dizaines de kilomètres. Ça, c'est un moyen. Ensuite, vous avez chaque département qui peuvent avoir des guetteurs ou des associations de lutte contre les feux de forêt qui, eux, grâce à leur connaissance du massif forestier, utilisent des jumelles et ont aussi une capacité à intervenir et à informer et à alerter. Le dernier élément, c'est la population. On a aussi ces riverains qui peuvent nous informer rapidement. Il est très important d'avoir ce retour lorsqu'on voit un départ de feu, de pouvoir se mettre à l'abri. Et je le rappelle d'ailleurs, les véhicules ne sont pas des lieux sûrs, donc il faut viser un lieu en dur et nous donner l'information rapidement en faisant le 18 ou le 112. L'aide, l'appui de la population, c'est essentiel. C'est important. D'abord parce que la population, à partir du moment où elle détecte une fumée, eh bien, elle doit immédiatement, et ça vient d'être dit très justement par le colonel Alexandre Joissard, prévenir immédiatement les secours en utilisant ou le numéro 18
ou le numéro 112. Et puis la population doit être sensible au risque feu de forêt, en particulier si vous avez une habitation qui se trouve en zone boisée, avec des obligations de débroussaillage sur une zone de 50 mètres, sur un périmètre de 50 mètres autour de l'habitation, justement pour éviter toute propagation en cas de feu de la forêt vers l'habitation. J'en profite pour dire, au travers ce travail de débroussaillage, l'intérêt également de faire attention à ces gouttières. On a souvent des épines de pin, etc. dans ces gouttières. À partir du moment où il fait très chaud, elles s'enflamment. Ça met le feu à la gouttière, ça met le feu à la toiture, et ce sont des habitations qui brûlent. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Donc on doit se préparer, la population doit se préparer, doit être très, très sensible à ce risque important en cette période de l'année.